S'intéresser à Pierre-Louis, dont les dates de naissance et de mort 1870-1925 disent bien la situation qu'il occupe dans une période particulièrement riche en grands auteurs, Proust bien sûr, et Colette et Valéry, d'autres. Ce n'est pas faire acte d'érudition, c'est essayer de capter de manière forcément fragmentaire, parcellaire, un moment clé, un épisode significatif dans la grande aventure qui constitue d'ailleurs la principale passion de ma vie, celle qui aimante et emporte toutes les autres, la littérature. Dans ce but, j'essaierai d'avancer non pas de manière transversale, tout droit, mais en spirale, pour essayer de rejoindre, comme par surprise, le cœur de la question. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, parlant à plusieurs reprises de la maladie de Pierre-Louis, j'essaierai de montrer, en la serrant toujours de plus près, à quel moment on passe à travers pour passer à autre chose, justement, et pour atteindre, si possible, le centre. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, on ne connaît pas Pierre-Louis. Son nom dit beaucoup, son œuvre presque rien. Sa notoriété est surtout celle d'un auteur pornographique. 3 fils d'Hormer, manuel de civilité, dialogue des courtisanes, outre quelques centaines de poèmes obscènes. Et si on se souvient de certains titres de jeunesse comme Aphrodite ou les chansons de Bilitis, c'est de loin, et pour ainsi dire par le récit des voyageurs. L'essentiel des publications récentes et des rééditions qu'on trouve en librairie touche à l'érotique, où il est vrai il excellait, mais qui occulte dans une large mesure l'entreprise littéraire radicale dans laquelle il s'était lancé et dont il fut le héros écrasé. Or, cette production d'ouvrages qu'on appelait jadis « Sous le manteau » est d'essence posthume. Pas un seul n'a été publié de son vivant ou avec son accord. C'étaient des plaisirs réservés à lui et à quelques proches. C'est la dispersion méthodique par sa veuve et par son amant de ses innombrables manuscrits comme de sa bibliothèque et de ses photos qui a mis sur le marché une masse énorme et incontrôlée de documents divers d'où est née, depuis près d'un siècle, une étrange bibliographie. Louis est aussi connu dans les marges pour son activité d'érudit bizarre, à qui on doit le déchiffrage d'énigmes littéraires et de cryptogrammes, et l'attribution de textes anonymes ou douteux du XVe, du XVIIe siècle, les 15 joies du mariage ou l'histoire comique de Francion, à des noms inattendus. Il est surtout à l'origine de ce qu'on a appelé l'affaire Corneille-Molière, où en prosodiste et non en lexicographe, il décèle la main de Corneille dans diverses pièces de Molière. Certes, sur ce dernier point, il s'est mis en danger, de son vivant, avec des affirmations péremptoires et perçues comme scandaleuses, mais ce scandale survient en 1920, quand Louis, malade, amer, à demi aveugle, a renoncé à ce qui fut sa raison d'être, l'intensité poétique. Il est certain que ce double statut actuel, érotisme et érudition, constitue un renversement de l'idée première qu'on se faisait de lui, de son vivant. Il passait, pour ses contemporains, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, pour un romancier et poète de tout premier ordre, un novateur dont l'inspiration, puisant dans la culture gréco-latine et méditerranéenne, mêlait la fantaisie, la puissance, l'érotisme retenu, l'art des images frappantes, à des rebondissements inattendus, pour produire une volupté littéraire nouvelle, au sens où Valéry appelle les œuvres de création des objets voluptuaires. Il passait à juste titre, me semble-t-il, pour un remarquable styliste qui avait, à l'égard de la prose française, de la musique de la prose française, une oreille absolue. Mallarmé, Hérédia, qu'il a beaucoup fréquenté, le plaçait au plus haut de l'Olympe poétique. Il y a notamment un magnifique distique de Mallarmé, où Mallarmé compare Louis, pour ses récits fantastiques, à Edgar Poe. Un distique qui dit « Louis, ta main frappe haut, sépulcre d'Edgar Poe », où très souvent la rime riche et bizarre produit en fait un effet de sens d'autant plus juste qu'il est, en quelque sorte paradoxal et inattendu. Ceux qui ont connu Louis, du reste, qui ont échangé avec lui, étaient frappés par la vivacité de son intelligence et par ses connaissances précises et profondes dans de très nombreux domaines, linguistique des langues mortes et vivantes, histoire et politique,
Civilisation lointaine et proche, mais aussi stratégie militaire, marine, aviation, médecine, alimentation, sociologie, mœurs. Tout ceci avec finesse, ampleur, référence et détail. Ce genre de richesse d'esprit, quand elle ne s'incarne pas dans ses œuvres, dans des œuvres, s'oublie vite et pour toujours. S'il n'y avait pas deux très vastes correspondances, aujourd'hui disponibles, celle avec Georges Louis, le demi-frère bien-aimé, et celle avec Paul Valéry, l'ami irremplaçable, pour mesurer ce qu'il en était, nous ne saurions plus rien de son intelligence et de ses vues. Avec de tels dons, de tels faits au berceau, et un succès qui naît en 1896 avec Aphrodite, tableau de mœurs antiques, un best-seller au rayonnement mondial, et qui se poursuit de livre en livre jusqu'au début du XXe siècle, comment expliquer cette chute soudaine de perception de Louis écrivain? Que lui est-il arrivé à un âge important, 31 ans, pour modifier ainsi tous les paramètres et tous les regards? Car son œuvre est ainsi coupée en deux par l'année 1900. La dernière décennie du XIXe siècle correspond à son travail productif et visible, source d'un succès éclatant. À partir de 1900, date où il boucle le dernier feuilleton de son roman Pozole, Les aventures du roi Pozole, commence en pente douce la longue période d'enlisement, d'inachèvement perpétuel et enfin de silence qui va s'identifier avec son destin. Entre ces deux espaces si distincts, comme pour marquer la rupture, une phrase qu'il écrit à Paul Valéry le 10 octobre 1900, « C'est bien fini, fini, je ne crois plus à la littérature. » Que se passe-t-il? Pour le comprendre, nous disposons, outre sa vaste correspondance déjà évoquée, de quelques points saillants de sa biographie et des témoignages extérieurs dus à ses amis et à ses proches, à commencer par ses secrétaires. Mais les faits retenus ont tendance, semble-t-il, à ne pas bien distinguer les causes et les conséquences. Louis a beau expliquer à son frère qu'il est un écrivain d'imagination et non d'observation, et qu'à partir de la 30e année, l'imagination baisse et que seuls les écrivains d'observation peuvent continuer à produire des romans et des fictions sans souffrir d'usure imaginative, cela ne nous convainc pas entièrement. De même, les soucis de santé, à commencer par l'emphysème et les problèmes de vue, qui viennent tourmenter Louis et lui rendent difficile la pratique assidue de l'écriture littéraire, avec ce qu'elle implique de reprise, de retouche, de retravail du style, demande d'être placé dans un contexte plus large. Parmi les causes prochaines de son désenchantement littéraire et moral, il y a indubitablement l'affaire Marie. Rappelons-la en quelques mots. José Maria de Heredia avait 3 filles, Hélène, Marie, Louise. Très vite, Pierre, qui fréquentait chez le poète des Trophées, devint amoureux de Marie, et elle de lui. Mais suite à des transactions matrimoniales comme il en existait à cette époque, Marie fut incitée à épouser plutôt Henri de Régnier, qui au passage payait les dettes de jeu de son futur beau-père. J'espère ne choquer personne en rappelant que José Maria de Heredia, qui était beau, noble, gentil et un peu bête, passait tout son temps dans les tripots où il perdait tout ce qu'il voulait et principalement, là, après avoir détruit la dot de sa femme qui était riche, l'argent qu'il n'avait pas. Ce qui fait qu'une partie de son activité, qui explique pourquoi le poète des Trophées a publié si peu de sonnets, consistait à essayer de trouver pour ses filles des personnes qui combinaient le talent politique avec les rentes solides. Bon, ça ne se trouvait pas sous le sabot d'un cheval, et donc il a fini, vous savez, Heredia, par obtenir par relation un poste de conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal, ce qui lui a fourni non seulement un salaire, mais aussi un appartement de fonction. Les deux amoureux, du coup, séparés par ce mariage auquel Marie consent sans grand enthousiasme d'ailleurs, renoncent l'un à l'autre et durant 2 ans vont se croiser de loin, de près, de loin, en famille, jusqu'à ce qu'un jour de 1897, le déclic jouant, ils deviennent amants et amants passionnés. À la fin de l'année suivante, Marie donne naissance à un fils qui s'appellera Pierre de Régnier, comme son parrain Pierre-Louis, lequel, à n'en pas douter, est le géniteur véritable de Pierre, de cet enfant. La liaison se poursuit, et Marie, qui n'a pas froid aux yeux, elle est poétesse elle-même, et avec beaucoup de talent, d'ailleurs sous le nom de Gérard Douville, propose à Pierre
d'épouser sa sœur Louise, qui est éprise depuis longtemps de ce beau poète couvert de femmes et auréolé du succès de ses livres, Aphrodite, La femme et le pantin. Selon Marie, ça favorisera la suite de leur propre liaison. Il n'en est rien. Louise ressemble physiquement à sa sœur, mais elle n'a ni son talent poétique, ni son amour de la vie. Le mariage ne sera pas une réussite, et l'amour des deux amants, comme tous les amours terrestres, prendra fin en 1901. Tout cela, qui fait un peu vaudeville, est en réalité une question de vie ou de mort pour Pierre-Louis, et le blesse profondément, il ne s'en remettra jamais qu'à demi. Mais est-ce suffisant pour expliquer la suite, la fracture de l'existence de Pierre, et du point de vue littéraire, sa disparition des radars? Nous ne sommes pas tenus de croire que la déception amoureuse ou le mariage malencontreux suffisent à créer une combinaison chimique imparable qui produise la capacité d'achever de nouveaux livres, de mener jusqu'au bout de nouveaux projets éditoriaux. Qu'est-ce qui est à la source de ce lent et long éloignement de la vie publique au profit d'un enfoncement dans une œuvre invisible et inachevée? Quel est l'alpha? Quel est l'oméga? Pourquoi l'ardent, le remuant, l'entreprenant poète et voyageur s'est-il enfermé dans une sombre maison de Passy et n'en sortira plus guère, sauf par courte foucade, tandis que son caractère s'aigrit et que sa santé se dégrade? Très vite, il fut en proie avec des variations, des modulations de fréquence à toutes sortes de maux, problèmes de vue, d'équilibre, de locomotion, migraines, questions psychosomatiques, hallucinations. Quel est leur secret? Que dit l'état de santé de Pierre-Louis? Le corps est un sismographe qui reflète, qui accompagne une vie humaine et en dessine le tracé intérieur. Or, ce corps subit des attaques considérables et singulières tout au long des 25 dernières années de sa vie. Certains symptômes qu'il éprouve, l'emphysème, la démarche alourdie, la mauvaise forme, l'humeur morose, n'ont sans doute pas besoin d'autres explications. En revanche, les troubles d'équilibre, les accès de fureur croissante qui, à partir de 1919 ou 1920, donc quand Louis n'a pas 50 ans, prennent une tournure inquiétante et finiront par tourner au déséquilibre mental, et surtout les graves détériorations de la vue qui aboutiront à la perte d'un œil puis une cécité presque entière. Tout cela amène à se demander ce qui est réellement en jeu dans la lente descente, dans l'égarement, dans l'élisement final de Louis. Car tous ces phénomènes qui l'accablent, vieillir prématurément, devenir aveugle, tomber dans la rue, avoir des crises de colère ou de violence immaîtrisée, développer une rumination sexuelle permanente, éprouver des problèmes respiratoires, avoir du mal à coordonner ses mouvements, être en proie de faux souvenirs, peuvent s'expliquer séparément par diverses raisons, mais leur combinaison ou leur récurrence semble aimantée par un problème central. Quel est-il? Nous pouvons nous faire une assez bonne idée de l'évolution physique de Pierre-Louis en partant de son commencement, c'est-à-dire du début des années 1890. La plupart des photos de Louis dont on dispose datent de cette période. Sans doute, les traits de l'époque ont un peu notre lecture des photographies, qui le montrent dans tout l'éclat de sa jeunesse. Le corps mince, la coiffure brossée en arrière et formant quelquefois une sorte de houppe, le col de la cravate toujours mal ajusté au cou, et surtout l'énorme moustache en forme de guidon qui crée, avec le français moyen de cette époque, bien plus de points de ressemblance que de traits distinctifs. Sur ce jeune visage à la fois vif et compassé, l'énorme moustache semble un postiche et presque un déguisement. À regarder de telles photos, elles ne sont guère que 7 ou 8 qui reviennent perpétuellement dans la plupart des communications qui se rapportent à Louis. Il est difficile à l'observateur de 2023 de reconnaître comme une évidence la phrase d'Oscar Wilde, qui s'y connaissait « Il est presque trop beau pour un homme ». À vrai dire, nous trouvons la confirmation de cette phrase davantage de manière induite, en mesurant le nombre de ses succès amoureux et sa réputation de charme invincible, plutôt qu'en cherchant à retrouver sur son visage photographié la justesse de la phrase d'Oscar Wilde. Sachant qu'il poursuit ses excès d'écriture, même inachevés, et de cigarettes, il fumait 100 cigarettes par jour, et de frasques, nous l'imaginons donc aux approches de la quarantaine, le visage peut-être un peu flétri, quelques fils blancs dans la chevelure, la moustache moins flamboyante, mais toujours assez proche du garçon mince et charmeur qui était apparu à Oscar Wilde, à André Gide, à Claude Debussy et à 800, 900 femmes. C'est avec une véritable surprise que nous découvrons, à partir de 1910, que tous les témoignages, ceux de Valéry, de Léoto, de Régnier, de Farrer, de Fernand Gregg, font état de l'obésité interminante de Louis, de sa démarche vacillante, de ses moments de folie, de sa cécité, de ses troubles moteurs, par-dessus tout, d'une terrible dégradation générale. Valéry et Léoto notent, par exemple, qu'ils ont croisé un Louis éléphantesque,
une autre fois un Louis mythomane, une autre fois un Louis hagard, quitte, à d'autres moments, à le retrouver amaigri, redevenu lucide, quoique un peu querelleur. À travers les variations, les modulations du corps de Pierre-Louis, nous apprenons donc quelque chose de plus, quelque chose d'intrinsèque et d'intime sur son parcours. Son corps est une feuille tremblante, une aiguille tremblante, une feuille de température, comme le corps de Proust, gisant, qui écrit dans le sarcophage du boulevard Haussmann, ou le corps de Flaubert dans les années qui suivent l'attaque de Pont-l'Évêque, tressautant sur son canapé de Croisset. Mais pour Louis, c'est encore un peu plus compliqué, un peu plus grave. Il nous reste 2 photos de son état physique dans les dernières années. Les dernières années, c'est 50 ans. La première est une photo où on le voit dans le jardin du Grand Hôtel de Tamaris, avachi sur une chaise, dans une posture de vieillard face à sa seconde femme, Aline. Et d'autre part, la funeste reproduction photographique de son visage sur son lit de mort, les cheveux longs et lissés en arrière, la barbe presque assyrienne, les traits détruits et méconnaissables. On ne lui épargna pas l'outrage dernier de photographier son cadavre et d'en faire par des retouches atroces une sorte de macabre pantin, note Claude Farrer dans un de ses livres, mon ami Pierre-Louis. Cette longue période de désastre, dans les toutes dernières années de Louis, de 1920 à avril 1925, date de sa mort, viennent confirmer, sur un autre plan, les récits que l'on doit à son dernier carré d'ami, Claude Farrer, André Lebet, Fernand Grecque, et dans une moindre mesure, car le rôle de ce personnage est ambigu, Jean Cassou, un des secrétaires dont Louis eut besoin quand sa vue s'était mise à décliner. Tous décrivent sa névrose, ses crises caractérielles, ses pertes de sens de réalité, ses séjours en maison de repos qui prennent souvent la forme de cliniques psychiatriques, la quasi-impotence physique, la difficulté croissante à déchiffrer d'un soleil encore vivant, même avec une forte loupe, les textes les plus clairs, et l'énorme dépression morale aggravée par la drogue, par le comportement douteux d'Aline, qui fait des secrétaires de Pierre ses amants et donne naissance coup sur coup à 3 enfants, dont seul le premier, sans doute, est de Louis. En somme, ces phénomènes qui l'accablent, vieillir prématurément, grossière, maigrir sans raison, devenir aveugle, tomber dans la rue, développer une rumination sexuelle permanente, éprouver des problèmes respiratoires, ne plus coordonner ses mouvements, être en proie à des hallucinations, à des faux souvenirs, peuvent s'expliquer séparément par diverses raisons, mais leur combinaison est aimantée par un problème central. Ce n'est pas un simple mauvais état général, on sent passer le souffle d'une faux plus mortelle. Pour faire entendre de quoi il s'agit, sans entrer dans le détail d'une maladie qui a décimé la littérature française du XIXe siècle, qui a martyrisé Daudet, frappé Jules de Goncourt de démence et réduit Maupassant à l'animalité, nous pouvons relire le passage des cahiers d'Henri Dreynier en date du 30 mai 1922. Valérie me raconte l'internement de Pierre-Louis à la maison de santé du Rueil à la suite d'intoxication de cocaïne. Comme il est syphilitique, on craint la paralysie générale. C'est dans ces cahiers inédits qui sont parus il y a à peine une vingtaine d'années. Il est frappant d'ailleurs, brève parenthèse, que dans les centaines d'ouvrages et d'articles qui sont consacrés à Pierre-Louis, personne, à commencer par Jean-Paul Boujon, le spécialiste de Pierre-Louis, ne note jamais ce qui me paraît, moi, comme la convergence qui aboutit à l'évidence de cette maladie, qu'il avait tout fait pour contracter. Tous décrivent chacun des symptômes comme si c'était des phénomènes malencontreux, alors que, encore une fois, il me semble qu'ils sont édifiés par quelque chose de plus profond, de plus dur et de plus mortel. Régnier le beau-frère, Valérie le meilleur ami, Louis, leur avis informé sur la question est convaincant et vient recouper le soupçon que chacun peut avoir. N'oublions pas les centaines de prostituées que notre homme avait pu saillir sans précaution à partir de sa 20e année et qui rendaient son inoculation, hélas, assez probable. Le désastre de la deuxième partie de la vie adulte et l'effondrement de son œuvre tiennent à ce drame. Je ne crois pas pour autant que la syphilis implique forcément le silence, mais elle implique le naufrage. Cette maladie rongeuse provoque une sorte d'effet centrifuge de la volonté et de l'action. L'œuvre, si elle se poursuit, se débat dans un orage perpétuel. Elle a lieu dans les convulsions d'une personnalité attaquée de toutes parts par le mal. Ce mal, avec des variations et des rémissions, se poursuivra jusqu'au bout. Et pourtant, durant ces 24 dernières années, 1901-1924, la majorité de sa vie adulte, l'enlisement auquel nous assistons de l'extérieur n'empêche pas Louis de travailler. Au contraire, pourrait-on dire.
Certes, désormais, la plupart des publications en librairie sont soit des textes anciens, soit des fonds de tiroir, soit des rééditions. Pour Aphrodite, surtout, elles sont innombrables. Mais l'essentiel de son temps de veille, de plus en plus décalé entre le jour et la nuit, est consacré à l'écriture. Une écriture nombreuse, diverse et acharnée. Vaste correspondante, incroyablement riche et variée, recherche sur l'origine des textes oubliés, examen de livres et de manuscrits à teneur mystérieuse, composition d'essais d'analyse de structure, comparaison de prosodie. L'érudition bizarre dont nous parlions tout à l'heure jette de grands feux. Projet d'œuvre sans cesse entamé et abandonné, dont un vaste dictionnaire de la femme et un roman presque légendaire dans sa fin indéfiniment retardée, Psyché. Ces fragments, au même titre de ceux qui figurent dans le journal de Kafka, Mutatis Mutandis, sont formidablement riches et intéressants dans leur inachèvement même. Et par-dessus tout cela, une œuvre érotique foisonnante, innovante et d'une radicalité sans commune mesure avec tout ce qui existe dans ce domaine. Trois filles de leur mère en étant le chef-d'œuvre. Et il y en a 10 autres, y compris un théâtre pornographique en alexandrin et une épopée sexuelle détonnante. L'ensemble de ces documents, que de patients traqueurs de curiosité et de curiosa, comme Jean-Paul Goujon, continue à retrouver et à publier, représentent des milliers de pages, 10 fois plus en quantité que l'œuvre en tube de l'auteur. Louis connaît aussi une reprise soudaine de l'invention poétique suite au choc qu'il éprouve au début de décembre 1916 en découvrant qu'un vers qui le hantait depuis des années était le début d'un poème qu'il avait écrit à l'époque de ses amours avec Marie. En fait, Louis est tenté depuis des années et demande souvent à des amis « Est-ce que vous connaissez ce vers? Il me plaît, mais je ne sais pas d'où il vient. » C'est un vers qui dit « Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres. » Et puis, en ouvrant un carton, après le départ de sa femme, il trouve un manuscrit et il voit la suite, et c'est son écriture, il a une écriture très caractéristique. « Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres, miroir de mon étoile, abîmes éclairés, dans tes bras toujours nus et toujours plus serrés, laisse ton regard noir, rayon d'ombre descendre. » Il y a plein de développements en cours, il y a... rien ne m'empêchera que par un soir d'automne, moi qui te tiens ici, je ne t'ai emporté, la myrrhe, l'encens et l'or de ta virilité, et le sang d'Aphrodite et le sang de l'Atone. Et comme c'est un chant alterné entre l'amant et l'amante, on entend la voix de l'amante qui dit « Périr et le savoir, n'attendre que l'effroi, regarde s'étoiler mes jeunes doigts funèbres, je touche en me haussant les ailes des ténèbres. » Bref, Louis foudroyé, il écrit une longue lettre à son frère à ce propos, c'est ainsi qu'on le sait, se remet à écrire la poésie et va écrire ce long poème lyrique qui est une des belles choses de la poésie lyrique entre la fin du IXe siècle, mettons Apollinaire, et qui s'appelle le Pervigilium Mortis, la veillée des morts, je pense. Ainsi, ce désastre de la coupure avec le monde et de la non-publication se révèle productif en qualité aussi, et en postérité, car ce n'est pas Aphrodite ou Bilitis, c'est le dossier Corneille-Molière, c'est le roi Gonzalve, c'est trois filles de leur mère, c'est le Pervigilium Mortis, qui peuvent se relier aujourd'hui et qui donnent au nom et au destin de Pierre-Louis leur vrai sens. Or, il appert que sans la catastrophe qui s'est abattue sur lui, Louis se serait confondu avec une œuvre extrêmement circonscrite, non seulement dans le temps, mais dans le style. Une écriture artiste, post-symboliste, fin de siècle, où les trouvailles voisinent avec les fioritures, les beautés formelles n'auraient pas empêché le vieillissement et les aspects dédorés de cette œuvre. Il y a un côté fin de siècle avec ce que ça implique d'un peu déliquescent dans Aphrodite, la femme et le pantin. Et ce n'est pas un hasard si le dernier roman d'avant qu'il a écrit, Psyché, et qu'il a 20 fois espéré de finir, est resté inachevé. Ce temps-là était passé. Un autre est venu, catastrophique pour l'existence de Louis, mais fécond du point de vue de la valeur posthume de l'œuvre. Si rien ne s'explique sans la maladie n'explique pas tout. Le ratage apparent à sa face cachée, l'écriture sans fin, sans espoir, à la poursuite d'une œuvre secrète, plus brûlante. Il existe une autre façon d'être fin de siècle que d'avoir publié dans les années 1890 et même d'avoir cessé de publier au début du XXe siècle. Une autre que d'avoir écrit des livres à la fois légers et anxieux, d'avoir éprouvé le sentiment de la déliquescence et de l'inutilité, d'avoir participé à une fin de partie. Il y a une mélancolie plus profonde qui tient à l'existence d'un hiatus complet entre son idéal et la réalité,
à l'impossibilité de réaliser son rêve dont le modèle est dans l'azur. C'est là un trait distinctif de tous ceux qui furent ardemment disciples de Mallarmé. À la veille de sa mort, on s'en souvient, dont il sent la présence, l'auteur d'Hérodiade griffonne une note rapide à destination de ses proches pour indiquer qu'il ne laisse rien de cette œuvre dont il a entretenu l'illusion. Mais, ajoute-t-il, croyez que cela devait être très beau. Cette phrase est la signature même d'une époque. Elle s'applique tout entière à Louis, le dernier héros peut-être de l'aventure littéraire, dans ce qu'elle a de plus radical et de plus impossible. Considérant l'éblouissement de sa jeunesse, la noirceur de sa fin et l'énorme masse d'œuvres inachevées qu'il laisse et que sa veuve aussitôt disperse et dont les scories sont exemplaires, il nous est possible d'entendre comme le sens réel, le sens tragique de cette trajectoire, ce murmure testamentaire. Croyez que cela devait être très beau. Merci de votre attention.